Au Brésil, on a souvent l'image de la forêt amazonienne, qui représente quand même une grosse partie de la forêt au Brésil et en Amérique du Sud. Ici, nous nous trouvons sur la frange atlantique du Brésil, où l'on rencontre une forêt dense, humide, une jungle comme celle d'Amazonie, mais qui est complètement séparée de celle amazonienne, fort méconnue et fort menacée. Il y a d'abord eu une première phase de destruction pour l'exploitation du pau Brésil, qui est l'arbre qui a donné son nom au Brésil. Puis il y a eu un cycle d'exploitation de canne à sucre. Et donc une bonne partie de cette forêt a été détruite pour planter de la canne à sucre. Et suivi un cycle économique sur le café et puis l'urbanisation. Seuls 7% de cette forêt atlantique ont échappé au massacre. Pourtant, cette jungle fait partie des 5 plus hauts lieux de biodiversité au monde. Environ 20 000 variétés de plantes y cohabitent. Sur un seul hectare, 440 espèces d'arbres ont été recensées. Des centaines d'espèces de plantes et d'animaux n'existent que dans ces régions et sont menacées. Parmi les 7% restants, la jungle des régions montagneuses du sud du pays, difficilement accessible. La déforestation a aussi épargné la moitié des 700 000 hectares de cette forêt, dans la partie inférieure de l'état de Bahia, cela grâce à la présence de plantations de cacao. Ici, on a affaire à un gameleira, donc le nom commun en portugais. C'est un arbre typique de forêt tropicale, qu'on peut reconnaître notamment à ses contreforts proéminents. C'est parce que ces arbres existent qu'ils maintiennent une ambiance forestière qui permet aux cacaoyers de pousser dans les meilleures conditions. S'il n'y avait pas de production de cacao, cet arbre aurait été depuis longtemps abattu et vendu comme bois. C'est vraiment la production de cacao qui a permis de conserver ces arbres ici. Avant de nous expliquer la manière dont le Centre de recherche agronomique de Gembloux se bat pour préserver ce patrimoine génétique, plus riche encore qu'en forêt amazonienne, Jean-François Van Belle nous emmène au cœur de cette forêt atlantique pour nous sensibiliser à la menace qui pèse sur l'industrie locale du cacao et donc sur ce qui reste de cette jungle. Donc ici, on est dans un petit village au milieu de la zone du cacao. Et donc c'est un village qui est perdu au milieu de la forêt et qui vivait et qui vit toujours principalement de la vente de cacao. Donc tous les fazendeiros, tous les agriculteurs qui vivent du cacao dans la région, amènent ici leur cacao pour le vendre. C'est une sorte de place de marché, mais intermédiaire avec d'autres places qui se trouvent dans des centres un peu plus grands. Autrefois extrêmement dynamique, ce village vivote aujourd'hui. Il s'est d'ailleurs partiellement reconverti. En cause, la chute du cours du cacao et plus récemment l'apparition d'un véritable tueur de cacaoyers. Ce qui s'est passé, voici une bonne dizaine d'années, c'est qu'il y a un champignon qui est arrivé d'Amazonie, qui a commencé à conquérir toute la région. Et il s'attaque au sommet des branches, aux bourgeons et aux fruits. Et donc, ce qui rend le cacao totalement impropre à la consommation. Corta. Maintenant, toute la région est touchée à plus ou moins forte dose. Et alors, les traitements, c'est déjà de couper les branches malades, de couper les fruits malades et de les faire brûler. Et puis alors, petit à petit, on arrive à développer des nouveaux clones qui sont tolérants aux champignons et qui permettent de reprendre des productions intéressantes, on va dire. Les agriculteurs du cacao vivent dans des fazendas, des fermes dotées d'infrastructures spécifiques et entourées de cultures, jusqu'à 1000 hectares pour les plus grandes. De véritables petites communautés où l'insouciance n'est qu'apparente. O preço aqui é muito baixo, porque o preço do cacau é conjugado ao dólar. O dólar está lá embaixo. Quando o dólar cai, o cacau cai. Hoje está de 45.
45 por arroba, uma arroba. Mas não dá para a gente trabalhar. Se o preço hoje estivesse de R$80 a arroba, já dá suficiente para trabalhar. O cacau aqui já chegou a R$150 por arroba. Une étude menée conjointement par le Centre de recherche agronomique de Gembloux, son équivalent local et l'Université polytechnique de Madrid pourrait apporter une solution. Cette étude a comparé la biodiversité de différents milieux représentant les différents niveaux de dégradation de la forêt, une jungle pure, une jungle avec cacaoyers, une forêt artificielle avec cacaoyers, un verger et des pâturages. Et pour quantifier cette biodiversité, les scientifiques sont partis à la chasse aux fourmis. Pourquoi les fourmis? Parce qu'on en rencontre ici plus de 800 espèces différentes et donc ça permettait une mesure, des analyses statistiques, je dirais, plus fines pour différencier les milieux. Donc dans les 5 types de milieux choisis, nous avons mis une série de pièges qui nous a permis de capter toute une série de fourmis. Sur base de ces captures, nous avons fait tout un traitement statistique permettant d'estimer la richesse du milieu en fourmis et de voir quel milieu était le plus riche et dans quelle mesure y avait-il un gradient de biodiversité. Il s'est trouvé que le milieu le plus riche est justement la forêt où pousse le cacao. Les solutions que nous envisageons, c'est notamment avec les chocolatiers belges, qui fait une bonne synergie entre la réputation qu'a le chocolat belge et la réputation qu'a le Brésil d'un point de vue biodiversité. Et donc nous cherchons à développer un chocolat à haute valeur ajoutée provenant du cacao de cette jungle et également à diversifier les produits avec des fruits de cette forêt tropicale qui pourraient être utilisés en assortiment dans des pralines par exemple. Des tests sont en cours pour démontrer les qualités gustatives de ces fèves de cacao et donc crédibiliser cette démarche, lui donner un tremplin économique. Viendrait ensuite la mise en place d'une fazenda modèle, catalyseur pour les producteurs et les acheteurs potentiels. Une belle manière de servir à la fois intérêt économique et écologique. Il y a 30-40 ans, la vocation de l'agronome était de produire au maximum des produits alimentaires pour la population et donc pour ce faire de connaître au mieux l'écosystème dans ce seul but-là, je dirais. Aujourd'hui, avec 6 milliards d'habitants sur Terre, il est assez utopiste d'avoir une approche uniquement productive sans se préoccuper de l'environnement, car nous courons à la catastrophe. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'allier au mieux ces deux approches. Un développement, je dirais, harmonieux de l'homme dans l'écosystème.